parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Merci de nous rejoindre dans cette émission Les GG sur Radio Espace, ensemble jusqu'au port de 11h. Merci à vous qui nous rejoignez sur Espace TV disponible également chez nous ici en Guinée avec Solitev, entre autres, évidemment le premier bouquet d'ailleurs à diffuser cette chaîne. Vous êtes partout en Afrique, merci à vous qui nous rejoignez du côté d'Abidjan. Vous nous écoutez à la radio sur 99.7 à Lola, à Yomou, Espace et écoutez de ce côté. Merci à ceux qui nous rejoignent du côté de Cancan sur 99, mesdames et messieurs. Plusieurs moins s'offrent à vous évidemment pour interagir sur nos sujets. Si vous le voulez bien, vous partez sur Twitter, ce que je vous recommande d'ailleurs fortement, #EspaceGG. Sinon, l'autre numéro de téléphone qui s'affiche juste en bas de l'écran, si vous nous écoutez à la radio, c'est le 00224 657 39 13 13. Avec plaisir, nous allons relayer un peu plus tard vos messages dans cette émission avec l'équipe du jour. Bienvenue, bonjour Moussa Moïsila. Bonjour Lamine Guérassi, bonjour à tous. Bonjour Diba Minimono. Bonjour Lamine et bonjour à tous. Baptême de feu, voilà, il faut le dire. Bonjour mon cher Jacques Léwalino. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Oui, Roby, bonjour. Bonjour. Allez, on s'intéresse évidemment Oui, mais il ne faut pas passer sous silence. L'attaque hier contre le siège du NFD. Non, je suis très... Mais je suis Roby, normalement c'est inscrit là, mon cher ami. Oui, mais voilà. il est important que nous rebondissions dessus tout de suite. On en discutait avec Moussa. Comme il y a longtemps que je n'ai pas fait ce croche-pied, oui. Je me fais vas-y, plaisir de le faire défoule-toi, il n'y a pas de problème. Moi, je trouve que c'est pas normal. Oui. C'est pas normal, oui. Sachant qu'il y a de la tension et crescendo. Sachant qu'aujourd'hui, les militants sont prêts à aller en découdre main à main, je pense que c'est pas normal qu'un parti politique aille installer une sonorisation juste devant le siège d'un autre, est un allié du RPG Arc-en-Ciel, et le NFD a son siège du côté de Hamdallah Pharmacie. Donc hier, les grabuges qu'il y a eu hier, il y a eu encore des échauffourées et des gaz lacrymogènes et toutes sortes de violences qui a empêché les citoyens de circuler normalement, tout simplement parce qu'il y a des militants zélés qui ont décidé d'aller installer la sonorisation juste devant le nez du siège du NFD et y faire de la musique. Je pense que ça dénote de la provocation, en même temps déchirer les banderoles. C'est vrai qu'on doit faire campagne. C'est vrai qu'on a envie de démontrer qu'on est les plus forts dans sa zone, mais on peut pas empêcher, comme on condamne, et on a condamné les attaques du côté de l'Abbé, de Dalaba, du côté de Cancan, du côté de Tokounou, etc. Je pense que c'est avec la même vigueur. On doit condamner hier la provocation des militants de l'UFDG vis-à-vis du NFD du côté de Hamdallah. C'est pas normal du tout. Faites une campagne, mais faites une campagne civilisée. Arrêtez de provoquer les autres. Ça donne lieu à des violences à un moment où tout le monde craint. Ouais, mais c'est pas normal, mon cher Roby. Pour une fois, je te rejoins. Voilà. Qu'est-ce s'est-il passé de ce côté, Jacques Léwalino? Parce que vous avez envoyé des reporters. Oui, nous avons envoyé des reporters. Nous avions déjà été conviés à venir suivre le meeting que les militants de NFD qui sont restés à Conakry, puisque le leader quand même est au Fouta, devrait donner donc dans l'après-midi. Et en cours de route, on apprend d'abord, il y a un membre du bureau exécutif qui m'appelle pour dire si vous ne faites pas vite, ils vont nous chasser parce que il y a des risques, il y a des velléités. J'ai dit, mais si vous savez qu'il y a danger, mais il ne faut pas nous amener là. On dit non, on est en train quand même de se battre, on pourra tenir notre meeting tranquillement. Et l'équipe arrive et effectivement, il y a cette attaque qui provient des quartiers des secteurs de Hamdallah avec des jets de pierre. Et ce qu'on nous apprend, c'est que c'est pas la première fois que le siège subit les attaques des militants de l'Union des forces démocratiques de Guinée. C'est un siège qui est quand même tout le temps caillassé. Oui, le siège est tout le temps caillassé. Bon, mais c'est depuis que Mokhtar Diallo est parti donc de l'opposition dite républicaine pour rejoindre, n'est-ce pas, la majorité présidentielle. Difficulté énorme parce qu'on a vu par le passé les mêmes attaques là-bas lorsque le RPG Arc-en-Ciel fréquentait son siège traditionnel qui se trouve quand même à Hamdallah là-bas. Avant qu'on ne vienne finalement à Bessia, il y avait également des risques là-bas. Même quand on organisait des mouvements de protestation sur la route, arrivé toujours à l'endroit où il se trouve le RPG Arc-en-Ciel, il y avait toujours
toujours des accrochages. Donc c'est comme si Mokhtar Diallo avait remplacé automatiquement le RPG Arc-en-Ciel à cet endroit. Dès qu'il y a un mouvement, il y a ces jeunes qui sortent du quartier pour jeter des pierres. Ce qu'il faut dire, je suis entièrement d'accord avec Roby, on ne peut pas tout le temps dire on nous fait du tort et puis vous-même vous faites du tort. Parce que ça, c'est un tort. Il y a un choix qui a été fait par quelqu'un qui a été toujours d'accord avec l'opposition, qui a toujours eu un langage dur contre la gouvernance actuelle, mais qui à un moment donné a décidé de rejoindre la majorité présidentielle. Donc le président Alpha Condé, pour des raisons qui lui sont propres, il faut pouvoir accepter les choix des autres, il faut être tolérant parfois. On ne peut pas continuer à pourchasser les gens comme ça et dire ici c'est la chasse gardée de l'UFDG, donc on ne vient pas battre campagne. Il y a une possibilité, puisqu'on ne contraint jamais quelqu'un à rejoindre un mouvement. Si la campagne qui est menée ne vous plaît pas, gardez le silence, ignorez, faites comme si rien ne se passe à côté de vous et le jour des élections, on ne vous contraindra pas à voter pour Alpha Condé. Je pense que c'est comme ça on doit se comporter. Surtout qu'on ne vous fait pas pareil dans d'autres communes qui sont quand même pour certaines reconnues pour être, si vous voulez, acquises à la cause de certaines formations politiques ou disons au parti au pouvoir. Par exemple, à Matoto, j'ai pu voir quelque chose de merveilleux hier, des jeunes de l'UFDG qui ont marché du rond-point de Matoto jusqu'à la tannerie. Et juste derrière, il y avait des jeunes du RPG. Et il y avait, si vous voulez, une marche ensemble. Il y en a qui étaient dans leur véhicule, une marche civilisée. Il y en a qui étaient dans leur véhicule, d'autres étaient dans leur véhicule et sur leur moto. Et puis, ils ont pu suivre, ils ont pu marcher, même s'ils ont pu gêner un peu ceux qui étaient derrière parce qu'il y a un bouchon qu'ils ont créé. Mais il n'y a pas eu d'animosité. Je pense que ça marche. On a vu pareil à Yimbaya la dernière fois. Et d'ailleurs, c'est comme ça là-bas. À Yimbaya, c'est une bonne ambiance d'ailleurs. Vous avez à gauche comment on appelle ça, le kiosque sonore. un kiosque sonore du RPG. En face, c'est un kiosque de l'UFDG. Et les jeunes, ils jouent de la musique, ils dansent, ils défendent leur candidat. Et ça se passe normalement, ça ne fait pas de guerre, ça ne fait pas de bataille, parce que ce qui compte, c'est les urnes. C'est pas parce que vous allez jeter la pierre à quelqu'un aujourd'hui que le jour qu'il ira dans l'isoloir, il va voter pour votre candidat. C'est quand même quelque chose à ne pas perpétuer. Justement, on peut dire une zone interdite finalement à la fin du compte. Oui, peut-être il faut relativiser, mais je pense que ce matin, il ne faut pas jouer les vierges effarouchées. C'était prévisible. Ce qui se passe aujourd'hui, je pense que c'est une suite logique. Je ne justifie pas la violence. Loin de là, parce qu'on est aussi journaliste. On ne peut pas encourager ce qui se passe sur l'axe. Mais ce qui est important, c'est que c'est un effet feedback. On se souvient de ce qui s'est passé à la baie. Vous avez vu ce qui s'est passé en Haute-Guinée. Donc, il fallait s'attendre à une telle réaction. Mais je crois que c'est pas au-delà. Alors là-bas, c'est habituel. Oui, mais c'est habituel. Mais cette fois-ci, sauf que c'est le siège de Roby. Mais c'est le siège de plus. Non, attendez, c'est le siège de plus. Vous jouez les étonnés ce matin, mais c'était prévisible. C'était prévisible. C'est à condamner, mais une fois de plus, je pense qu'il faut être en amont. Ce qui se passe, ce sont les conséquences. Il faudrait un moment qu'on évite souvent dans ce pays de s'attaquer aux conséquences. Qu'est-ce qui nous amène vers cette violence? C'est la grosse question qu'il faille se poser ce matin. Et je pense qu'il faut jouer sur les discours des leaders politiques. À commencer par le président de la République, le chef de file, je ne parlais pas de chef de file, le président de l'UFDG, puisqu'il n'est plus chef de file, et les autres candidats. Donc je crois un simple mot peut changer une situation. Si les leaders invitent leurs militants à éviter d'aller vers une violence, ils peuvent le faire parce qu'il y a tout un ensemble d'individus, de personnes, autant pour moi, qui s'identifient à eux. Je pense qu'il faut travailler en amont avant souvent de se mettre à dénoncer les conséquences dans la cité. Milimono, en direct ce matin chez les GG, Mokhtar Diallo. Les grandes gueules. Oui, Mokhtar est le président de NFD. Bonjour Mokhtar et bienvenue sur Espace. Oui, bonjour Lamine, bonjour à tous les journalistes présents, bonjour à vos auditeurs. Monsieur le Président des Nouvelles Forces démocratiques, votre siège a donc été attaqué hier. Alors, expliquez-nous, cette nouvelle attaque s'inscrit-elle dans la même lignée que les précédentes, ou bien, comme Djiba le mentionnait tantôt, c'est en réaction à tout ce qui se passe à l'intérieur du pays?
comme vous le savez, ce n'est pas la première fois, malheureusement, que notre siège soit attaqué, nos militants et responsables soient attaqués, soient agressés par des militants de l'UFDG. C'est planifié, c'est orchestré et c'est exécuté. Oui. Vous vous rappelez, lors du double scrutin de référendaire législatif, notre siège aussi a été saccagé. Et récemment, il y a de cela quelques jours, aussi, nous avons installé un point d'animation de campagne pour la réélection du président Alpha Condé à notre siège, devant notre siège. Et ce point d'animation aussi, cette installation a été aussi saccagée aussi par des éléments de l'UFDG qui ne cessent de nous provoquer. Mais j'ai toujours dit avec fermeté à nos militants qui sont nombreux, qui peuvent réagir aussi, mais nous nous inscrivons dans le cadre de l'apaisement, de la paix. Hier, par exemple, effectivement, on avait organisé un grand meeting pour soutenir le candidat du RPG, donc le professeur Alpha Condé. Face à la forte mobilisation, les éléments de l'UFDG sont venus face au siège, encore une fois, ils ont installé leur point d'animation. Mes membres m'ont appelé, des responsables de NFD qui étaient au siège, parce que moi je suis au Fouta actuellement, ils m'ont appelé et m'ont fait la situation. Je leur ai dit fermement de ne pas réagir, de continuer le meeting, l'animation. Mais face à la forte mobilisation, les gens de l'UFDG ont finalement décidé de disperser la foule en jetant des projectiles, des cailloux, de façon très violente. On a enregistré beaucoup de blessés graves, des dégâts matériels énormes. Et moi, j'ai été même appelé par les responsables des forces de l'ordre à un certain moment. C'est pour demander justement que je demande pour me dire de demander à mes militants de ne pas disperser. Alors, monsieur le président de NFD, monsieur le président de NFD, êtes-vous en train de payer pour le choix que vous avez fait? Oui, mais vous savez, bien sûr, c'est cela. Nous avons choisi d'être avec le professeur Alpha Condé. C'est un choix que nous avons assumé et que nous assumons jusqu'au bout. Et nous sommes très actifs pour sa réélection dans le cadre d'une élection apaisée, inclusive et transparente. Et c'est pour cela que nous sommes sur le terrain. Nous faisons la campagne dans les règles de l'art. Justement. Et donc, nous n'avons jamais attaqué, même moi, dans tous mes discours, je n'ai jamais attaqué l'UFDG, je n'ai jamais parlé de l'UFDG. Je parle de mon candidat, de son bilan et de son programme. Et j'invite les populations à voter pour mon candidat, qui est le professeur Alpha Condé. Mais malheureusement, l'UFDG ne cesse de nous agresser. Ouais. Mais pourquoi? Oui, je comprends très bien, vous l'avez dit tout à l'heure. Pourquoi on en veut tant à NFD et qui sont les commanditaires du côté de l'UFDG? Parce que c'est bien facile de commander, d'accuser le parti. Il dira pas que c'est quand même le directoire de l'UFDG qui fait descendre les jeunes dans la rue, Mokhtar Diallo. Vous ne direz pas que c'est tout les grands préparé, que c'était un coup ourdi contre vous depuis le siège de l'UFDG tout de même. C'est spontané ces manifestations. C'est pas spontané, je vous dis de façon ferme, sur la base d'informations diverses et concordantes, venant de personnes sûres, et c'est bien réfléchi. Il y a des réunions qui sont organisées. Oh, Mokhtar. Même à votre avis, qui serait à la base de ça? Je vous le dis, je sais de quoi je parle. Oui. Je connais l'UFDG. Soyez d'accord avec moi que je connais bien l'UFDG. Donc, je sais ce qui se passe. Et ce n'est pas la première fois. Même notre siège à Bambeto à l'époque aussi a été attaqué. Et ça a été commandité par des personnalités de haut niveau de l'UFDG. Ce qui continue jusqu'à présent. Je me réserve de dire des noms, mais tout le monde... c'est trop facile ça, Mokhtar. Tout le monde le connaît. Monsieur le ministre... Non, mais moi je ne le connais pas du tout. Les auditeurs aussi ne savent pas du tout de quoi vous parlez, Mokhtar. C'est très simple. Oui. Tout le monde sait. Oui. Tout le monde sait. Oui. Que la violence, malheureusement, est devenue une arme
des responsables de l'UFDG. Vous avez entendu El Selou Dalen Diallo, Mokhtar Diallo tout de même, El Selou Dalen Diallo, Ousmane Gawal Diallo, qui disent ne pas du tout appeler leurs sympathisants et leurs militants à répondre aux attaques que le leader du parti a subies. Le discours quand même de l'UFDG ces derniers temps est un discours de paix, est un discours de concorde nationale. Un discours rassembleur. D'accord, mais je vous parle des faits, de la réalité, de ce qui est organisé et de ce qui est orchestré. Vous pensez que c'est des discours de façade? En dehors du discours officiel, je parle de la réalité. Cette attaque a été planifiée, a été exécutée par des jeunes envoyés en mission. Monsieur le ministre, il y a quand même une question, parce que c'est pas pour la première fois nous parlons de violence dans cette campagne électorale, et la dernière fois certains chroniqueurs le dénonçaient ici. Vous êtes quand même, en plus d'être leader politique, membre du gouvernement. On a compris qu'à là-bas, les forces de l'ordre ont été déterminants. Ils ont tout fait pour disperser les jeunes qui protestaient contre la présence du Premier ministre, ce qui ne fut pas le cas à Kankan face à Selou Dalen Diallo. Est-ce que vous ne pensez pas que vous, ministre, à travers donc la force qui est sous votre contrôle, jouez un peu, si vous voulez, contre l'opposition? Écoutez, nous sommes contre toute forme de violence. Nous sommes pour la sécurité de tous les Guinéens et de leurs biens. C'est un principe. C'est dans le discours, mais ce n'est pas dans les faits. C'est dans le discours, ce n'est pas suffisamment dans les faits. On aurait pu agir à Kankan pour permettre à ce que, bien entendu, les jeunes qui avaient érigé des barricades devant Selou Dalen Diallo ne puissent pas le faire, ou bien que la route soit libérée pour que celui soit escorté jusqu'à Kankan. Ça n'a pas été fait. Au sein du gouvernement, nous n'avons pas entendu suffisamment de dénonciations par rapport à ça. La violence, quelle que soit sa forme, quelle que soit son origine, est condamnable. Encore une fois, c'est la ligne de conduite que nous avons et qui est réaffirmée. Nous avons toujours dénoncé la violence. Nous avons été agressés. Le cortège du Premier ministre a été attaqué, encore une fois, à Labé, a été attaqué à Dalaba. C'est une violence qui est condamnable, qui est inacceptable, et comme toute autre violence sur l'ensemble du territoire national. Donc, ce qui est clair, aujourd'hui, nous appelons à une élection apaisée. Nous appelons au calme, à l'apaisement, à la paix. Ce que nous avons dit au niveau de NFD, nous continuons à œuvrer pour la paix, pour l'unité nationale, pour la consolidation de la démocratie, de l'état de droit. C'est cela, justement, c'est ce que nous voulons, c'est à ça que nous appelons. Et nous demandons à tous les acteurs politiques. Bien. Merci beaucoup. De se ressaisir et d'œuvrer justement pour des élections apaisées. Merci beaucoup, monsieur le président de NFD, Mokhtar Diallo. Il était en direct ce matin chez les GG. Les journalistes accoucheurs de vérités diverses, pertinents et rusés, sans langue de bois, cultivés, nécessaires pour des journalistes. Les grandes gueules, des personnalités acquises par le travail, ce qui leur donne poids et légitimité à interviewer tout le monde. L'épopée des grandes gueules ou le socle de la liberté d'expression en Guinée depuis plus de 10 ans. Vous êtes également sur Espace TV. Merci de nous rejoindre, mesdames et messieurs, à la une ce matin. Qu'est-ce qui se passe-t-il chez les GG? Il était de la galaxie présidentielle avant de se liguer encore contre le système une fois dehors. L'homme de droit et ministre sous 2 régimes successifs, Maître Abdoul Kabele Camara, est en lice donc pour briguer la magistrature suprême. Au détour donc de ses sorties, le magistrat est chez les grandes gueules ce matin. Il nous en dit plus un peu plus tard dans cette émission. On essaie de comprendre, évidemment, il ne s'interdit pas en tout cas de laminer la gouvernance qui l'a servi à 2 postes stratégiques, la réforme de l'armée ou encore l'exil d'officiers supérieurs. Le leader donc du RGD ne manque pas de raison de s'en prendre donc au régime et à ses velléités de maintien, lui qui a longtemps évidemment milité au sein du FNDC. Et quel bilan dresse-t-il donc de cette lutte? Par quoi justifie-t-il donc
donc sa participation à la présidentielle. Que va-t-il apporter donc au peuple de Guinée? Nous essayons de comprendre ce matin avec Maître Abdoul Kabele Kamara, candidat du RGD. Il sera ce matin avec nous dans ce studio. On s'intéresse évidemment à cet autre sujet. On parle de Komara, mon cher ami Kabine Komara. Nous parlons du Premier ministre Kabine Komara qui semble avoir une certaine aversion pour la rudesse du langage politique, pour ces discours politiques qui continuent de plus belle à diviser les filles et les fils du pays. C'est un monsieur qui est bien connu parce qu'il a quand même dirigé la transition ici, un Premier ministre sous Capitaine Dadis. Mais ce qui est moins connu, c'est le travail dans l'ombre qu'il effectue dans le but de stabiliser un tout petit peu son pays. Le travail dans l'ombre parce qu'il fait jouer son carnet d'adresse lorsqu'il y a des échauffourées, lorsqu'il y a accrochage, lorsqu'il sent qu'il y a péril dans la demeure. Il fait jouer donc ses relations ici et ailleurs pour appeler les acteurs, les premiers décideurs à la tête de ce pays à agir dans le but de tempérer un tout petit peu le nerf. C'est d'ailleurs ce qui m'a étonné lorsque discrètement nous échangeons, parce qu'il n'est pas très très bavard. Cependant, vous vous rendez compte, Lamine, qu'il y a des hommes dans ce pays qui, au-delà de toute appartenance ethnique, au-delà de toute appartenance régionaliste, ils ont en tête leur pays, ils ont pour objectif la Guinée tout court, débarrassée, dépourvue de toutes ces obédiences, de toutes ces couleurs qu'on les colle, débarrassé de cette giroterie de la jeunesse qui continue, ces nigauds qu'on manipule à souhait, qui descendent à la rue pour un rien, et qui agissent dans le seul but d'avoir un petit truc à se mettre dans le ventre. Il faut prendre la parole. Pendant cette période électorale. Peut-être au-delà de... Alors, moi je trouve donc que c'est un monsieur qu'il faut mettre sur la place publique, qu'il faut appeler en ces moments-là, et c'est l'initiative qui doit venir du gouvernement, parce que des personnes ressources, on n'en manque pas. Rêves, hein? Si, non mais tu rêves, Moussa, mais attendez, on sait déjà, je veux dire, comment Alpha. Oui, mais les liens entre Alpha Condé et aujourd'hui l'ancien Premier ministre, c'est pas au beau fixe. Tout n'est pas politique, tout n'est pas électoraliste. Des fois, sauf que là, il faut être réaliste, Moussa. Non, je suis réaliste, mais je dis en même temps, il y a d'autres voies. Il y a d'autres voix qui existent. Et ces voix-là, on doit les écouter. Ce monsieur en fait partie. Il peut agir. J'ai pas dit le contraire. Puisqu'il est transversal. Il peut être reçu des deux bords. Il peut être reçu au niveau des deux bords politiques. Il peut passer un message. Et il a l'expérience qu'il faut. Je pense que c'est du gâchis que de mettre de côté de telles personnalités que la sous-région. Mais la sous-région Alpha, il l'a dit, il l'a même nommément cité, comme quoi il voulait être président de la transition. C'est pas Blanc-Neige. Aujourd'hui, les relations. On a vu son départ à la tête de cette organisation sous-régionale. Aujourd'hui, les relations ne sont pas au beau fixe. Mais je pense que le président aujourd'hui est dans sa posture de politicien, d'acteur politique. Il calcule ses discours. C'est valable aussi pour l'opposition. Moi, je pense qu'on ne devrait pas attendre. C'est des intellectuels du pays. À un moment donné, lorsqu'il y a un problème, chacun doit apporter sa pierre à l'édifice. À mon sens, il faut qu'ils prennent la parole. Peut-être qu'on peut les inviter dans les émissions et tout, mais à un moment donné, si chacun se dit non, je ne veux pas prendre la parole parce que tout simplement, j'ai peur de déranger de l'autre côté, ça devient compliqué. Ce sont des intellectuels. Les ondes du mal arrivent parce que les gens du bien ne font rien. À un moment donné, il faut que les intellectuels guinéens prennent la parole. Il ne faudrait pas attendre qu'on vous invite, que ça soit de la gouvernance ou que l'opposition. On est au tournant. Aujourd'hui, il y a une tension dans la cité. Il faut le reconnaître. On est à quelques jours de cette élection. Il faudrait que le Premier ministre prenne la parole. C'est vrai, on l'a toujours vu à travers ses chroniques sur les sites internet, mais je pense que ce n'est pas suffisant. C'est un homme qui est écouté sur le plan international. C'est une chance pour la Guinée de l'avoir. Donc il faudrait que lui-même, il part vers les médias et également qu'il invite à prendre la parole. Mais s'il ne le fait pas, je pense que c'est pas au gouvernement aujourd'hui. Des idées reçues. Oui, à un moment donné, c'est un travail désintéressé, inconditionnel qu'il fait. Arrête de dire ça, ne faites pas de cela une sorte d'exigence morale. Ça n'existe pas. Le cimetière rempli des personnes de très bonne intention. Mais je vous dis une chose, le fait déjà de faire ces chroniques, de faire ces tribunes, de prendre la parole de temps en temps, d'agir dans l'ombre, comme je viens de le signaler. Il faut être pragmatique aujourd'hui, Moussa. Ce n'est pas rien. Ça sert à rien, je suis désolé. Je ne peux pas vous en dire plus sur ce qui s'est passé lorsque le cortège de Cellou Dalein Diallo a été attaqué du côté de Toknou. Je sais un tout petit peu ce qui a été fait.
à ce niveau-là, pour éviter qu'il y ait grabuge, pour éviter qu'il y ait que cela ne puisse aboutir à quelque chose de plus dramatique. Je pense que ce travail aussi dans l'ombre n'est pas du tout à rejeter. Ces intellectuels doivent parler, d'accord, mais il faut qu'ils parlent, Moussa. Il faut qu'ils prennent la parole. Il faut parler pour qu'on vous écoute. Je crois que je ne sais pas où il vit ce matin. Nous ne prenons pas. Je ne comprends pas. Alors, on n'est pas du tout sur la même planète. La question, je crois la question qui se pose ici, c'est pas de savoir est-ce que cabinet Komara peut être écouté par tous. Est-ce que cabinet Komara a le langage qu'il faut pour unir les Guinéens ou disons, permettre, n'est-ce pas, aux Guinéens de dépasser ces tensions. Moi, il y a quelque chose que j'apprécie chez lui. Ça, c'est le fait d'avoir quitté le système. C'était peut-être la transition, mais c'est quand même un système de gouvernance. Et puis il est resté calme, il est resté serein. Il n'a pas eu, si vous voulez, la gourmandise d'aller vers la majorité présidentielle ou alors de l'appétit pour rejoindre l'opposition et se battre pour arriver au pouvoir. Non, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Aussi, s'il était à la recherche d'intérêt particulier, il aurait pu peut-être prendre, n'est-ce pas, certaines options. Mais aujourd'hui, quand on parle de dialogue dans ce pays, est-ce que c'est même voulu? La question fondamentale, elle est là. Parce que la pomme de discorde d'aujourd'hui, c'est la candidature du président Alpha Condé. Tout ce qui oppose les gens, cette tension que nous sommes en train d'observer, c'est parce que le président Alpha Condé est candidat à cette élection. Est-ce qu'il faut aujourd'hui discuter de ça? Et ça, je ne pense pas que la majorité présidentielle pourrait se prêter à une discussion, qu'elle soit présidée par Kofi Annan, si on pouvait le ressusciter. Je pense que ça ils ne l'accepteront pas. Parce que dès lors qu'on pose la question de la candidature ou non d'Alpha Condé. Voilà, et en direct ce matin, mon cher Diba, cabinet Komara. Les grandes gueules. Monsieur le Premier ministre, bonjour. Bonjour. Alors vous, à l'image de tout bon Guinéen, vous suivez l'actualité politique dans le pays, vous voyez ce qui est en train de se passer avec ce processus électoral en cours, les discours clivants et tout. Qu'est-ce que tout cela aujourd'hui vous inspire, vous qui avez quand même géré ce pays? Je vous remercie vraiment de l'opportunité que vous me donnez de parler dans des conditions absolument, j'allais dire, délicates actuellement. Ce que je peux vous dire, c'est que je constate, comme beaucoup d'autres Guinéens, que nous retenons notre souffle parce que nous sommes à quelques jours d'une élection qui devrait normalement donner à notre pays l'occasion de passer à une phase majeure de son développement et que malheureusement, il y a ici et là des échauffourées, même des violences. Et pour cela, il faut 3 comportements. Le premier, c'est que nous anticipions sur ces questions, que nous anticipions sur ces événements, en faisant en sorte qu'il y ait une adéquation entre ce que nous disons et ce que nous faisons. Deuxièmement, que tous les leaders d'opinion, et je dis là tous les leaders d'opinion, à commencer par les chefs des partis politiques, et la société civile, les religieux, puissent même être très conséquents pour que chacun, à chaque déraillement, puisse condamner ce qui se passe. Quand nous condamnons ce qui se passe de manière unanime et concertée, alors la voie est portée assez loin. Et troisièmement, qu'il y ait vraiment zéro impunité à partir de maintenant par rapport à ces actions, puisque tant que nous continuerons à seulement condamner du bout des lèvres et laisser les gens continuer, alors il peut y avoir récidive. Justement. Oui, mais, monsieur le Premier ministre, c'est bien de prendre la parole maintenant que les braises sont prêtes à être allumées. Les mots guinéens sont connus. On parle d'intellectuels, que chacun se lève, que chacun se parle, tout est bien et que chacun s'investisse pour la paix. Mais vous parlez d'un travail en amont. Est-ce que vous vous sentez pas trop en retard aujourd'hui? Ce qui se passe aujourd'hui, c'était déjà prévisible il y a longtemps. Pourquoi vous vous êtes pas levé en ce moment-là? Pourquoi les intellectuels dont on parle tant dans ce pays attendent toujours que la case commence à brûler et chacun sort de son nid et commence à dire il faut qu'on fasse ceci, il faut qu'on fasse cela, il faut qu'on fasse ceci? Le mal du pays est connu, ça date pas d'aujourd'hui. Non, je crois que vous confondez 2 choses. Ne confondez pas intellectuels et leaders d'opinion. Les intellectuels peuvent écrire dans leur coin, faire des beaux romans,
sans que leur voix ne porte. Les leaders d'opinion ont cette accessibilité à la population qui leur donne une certaine sensibilité que n'ont pas les intellectuels. L'intellectuel, ce n'est pas seulement qui a fait l'université. L'intellectuel, c'est celui aussi qui connaît tout le Coran, qui connaît le catéchèse, qui est respecté de partout. Mais si il n'a pas la possibilité de descendre dans l'arène pour pouvoir prêcher la bonne parole, eh bien, il a une portée moindre. Donc, ce que j'ai dit dans mon appel, et quand j'ai dit leader d'opinion, ça vous comprend aussi, ça comprend les médias et tout. Et il faut des opportunités de tribune pour pouvoir appeler les gens à l'apaisement. Et rappeler l'histoire de notre pays. Oui. Puisque si nous connaissons bien l'histoire de notre pays, je vous assure qu'il y a certaines choses dont on se priverait bien. Monsieur le Premier ministre, pour la crise actuelle, lorsqu'on vous écoute et qu'on écoute d'autres personnes qui appellent au calme, qui appellent à la paix, c'est comme si on était en train de voir l'œuf et puis on dit c'est la poule. Alors c'est-à-dire la crise est là, on la connaît, mais on évite de la nommer. On sait que tout ce qui a amené cette tension, c'est d'abord la décision d'aller à une nouvelle constitution. Il n'y a pas eu suffisamment de discours qui condamnent, parce que peut-être on avait peur de se faire étiqueter. Maintenant, la candidature du président qui arrive, nous sommes donc dans une situation de crise, mais les ingrédients étaient déjà là bien avant. Pourquoi, en ce moment, vous n'aviez pas eu d'action, au lieu de discours, mais d'action pour permettre justement d'éviter les tensions actuelles? Il le dit avec beaucoup de courtoisie, hein, contrairement à Roby. Non. Je récuse cette assertion en disant qu'il n'y a pas eu de voix dissonantes. Il y a eu beaucoup de voix dissonantes, il y a eu des manifestations, il y a eu ce qui s'est passé. Maintenant, nous sommes à un nouveau stade. Nous sommes à un stade où maintenant nous allons aux élections. Oui. Est-ce que, parce qu'il y a eu cette voix dissonance et que les choses n'ont pas pu être stoppées, qu'il faut s'entretuer? Je dis non. Je vous donne l'exemple de Cancan. Est-ce que vous savez que dans les années 1700, quand Cancan avait été attaqué, le fondateur de Cancan, c'est à Timbo, un Mamou qui est venu se réfugier, demander de l'aide. Et pour aller bouter hors de Cancan ceux qui avaient été attaqués. Il a eu la bénédiction, il a nommé le quartier au centre de Cancan Timbo, en jumelage avec Timbo de Mamou, et peu de gens savent ça. Donc si aujourd'hui on ne rappelle pas ces histoires pour que les gens comprennent que la Guinée, même si on recule c'est une famille, c'est des liens fondamentaux, puis ceux qui lisent les uns et les autres. Est-ce que vous savez qu'en forêt, l'Almami Samori Touré, c'est Djebela Toba qui l'a aidé en son temps pour lui donner des armes pour résister. Il a même donné sa bague à Djebela Toba qui a donné à un de ses fils qui garde encore ce en mémoire. Est-ce que vous savez qu'à Djebela, en fait, l'ascension de Sékou Touré, c'est quelqu'un qui a renoncé à son poste pour qu'il puisse tenter avant de venir à Beila. Il y a tant d'histoires comme ça en Guinée. Ce que je voudrais, c'est que les Guinéens comprennent que si ces échéances-là passent et qu'il n'est pas normal que vraiment on puisse détruire, s'autodétruire. J'ai bien aimé hier le fait que le président ait appelé au calme après ce qui s'est passé à Tokyo. Je l'en félicite. Je voudrais qu'il en soit... Oui, mais il aurait pu faire... Que ces appels-là soient plus vigoureux. Il aurait pu faire plus, monsieur le Premier ministre. Il aurait pu faire en sorte que ce qui se passe à Tokounou soit sanctionné, soit évité. C'était pour moi l'appel à la paix était trop tardif. C'est quand même le chef de l'État. Il aurait pu appeler et faire en sorte que la route soit dégagée. Oui. S'il n'avait pas appelé, ça peut prévenir d'autres. C'est ça que moi je veux dire. Pour moi, une grande marche commence toujours par un petit pas. Tous les petits pas sont additionnés pour construire la paix dans notre pays. Mais sauf que ça se répète trop, hein. C'est cela, ouais. Je suis d'accord avec vous. Mais nous ne pouvons pas voir notre pays brûler et ne pas chacun tenter de faire ce qu'il peut. Il y en a qui claironnent, il y en a qui agissent dans l'ombre. Moi, à mon petit niveau, quand je suis consulté à gauche à droite dans deux pays, j'ai honte pour mon pays quand je vois que parfois on s'entretue pour des choses qui nous mettent en retard. Est-ce que vous pouvez comprendre quelqu'un, on va dans la maison, on brûle toute sa maison, les efforts du Tunisie sont mis à l'eau, et après, le lendemain, on demande pardon. Mais après, comment recouvrir ce tissu social? Il faut absolument qu'aujourd'hui, à l'occasion de ces échéances qui sont encore à quelques jours,
nous puissions encore sauver ce qui est sauvable. Et on appelle à chacun d'entre vous, à tous les leaders politiques, surtout aussi à ceux qui animent les mouvements de soutien, pour qu'ils fassent en sorte que ceci se passe dans l'allégresse. Vous avez cité des cas à Matoto où les gens, de manière conviviale, puissent votre campagne. Il faut qu'on puisse intégrer ça. Je sais qu'il y a tellement il faut en Guinée, et que finalement on dit que le pays, c'est le pays il faut sans action. Bah ouais. Il est essentiel et important. Tout comme, hein? Bien. À un moment donné, nous puissions nous dresser pour sauver notre pays. Cabinet Komara, en direct ce matin chez les GG. Allez-y, Moussa Moïse, dernière question. Vos voix, monsieur le Premier ministre, votre voix porte à notre niveau. Nous vous entendons. Certainement ceux qui nous écoutent également. Mais avez-vous la certitude que votre voix porte au palais séquatorien et auprès du principal opposant au régime actuel? Vous savez, pour avoir eu la chance de diriger un peu, je peux vous dire qu'un dirigeant peut balayer d'une main en public un conseil, mais quand il se couche et qu'il pense la nuit, qu'il revoit le film de ce qui s'est passé, il lui arrive, croyez-moi, de dire ce qu'on m'a dit en ce moment-là mérite que j'y réfléchisse, même si c'est de manière un peu tardive. Et croyez-moi, si ça peut sauver des vies humaines, il ne faut jamais se décourager de prêcher la bonne parole. Ouais. Il y va. J'ai une maman qui me disait qu'il y a 3 façons de mentir. La première chose, c'est mentir soi-même. La deuxième, c'est assister à un mensonge et se taire. Le troisième, c'est héberger un menteur. C'est la même chose par rapport aux réalités. Quand vous voyez des réalités dans votre pays, tentez de faire ce que vous pouvez. Le Créateur vous remboursera, vous payera. Même s'il y a des idées reçues, parce que je le disais tantôt avant de vous avoir à l'antenne, ces idées reçues peut-être du président Alpha Condé, qui ne gobe pas quand on parle de cabinet Komara, mais non, mais tout ce qui sort souvent, c'est des gens qui veulent la transition en Guinée, ils veulent être président de la transition. C'est pas facile d'intervenir dans ce camp. Moi, je m'inscris, je n'ai pas cette lecture du président par rapport à moi. Je sais que les gens disent beaucoup de choses. Et je suis tranquille avec ma conscience pour mon pays. Et ça, personne ne me fera revenir de ça. Si j'ai quitté la Guinée en 1995, c'est parce que justement, je ne voulais pas certaines pratiques. Mais tout en étant en dehors de la Guinée, je venais régulièrement, j'aidais mon pays du peu que je pouvais. La trahison, je l'ai assumée dans des conditions difficiles. Peu de gens savaient les conditions difficiles dans lesquelles j'étais. Ouais. Moi, je savais qu'il y avait un rôle de stabilisateur. C'était essentiel. Donc, ce que les gens peuvent dire de manière passagère dans des circonstances absolument intéressées ne doit pas ébranler la conviction de quelqu'un qui pense qu'il peut apporter une pierre à rapprocher les gens sans aucun intérêt. Bien. Sans aucun intérêt. Est-ce que depuis le début du débat de cette nouvelle constitution qui a débouché finalement sur le 3e mandat, est-ce que vous avez tenté d'approcher le président de la République à cette époque-là pour lui donner des conseils, pour lui dire vers quoi ça pouvait nous amener? Pour le dissuader. Parce que la question, c'est le 3e mandat. Absolument. Il y a une crise. Écoutez, je crois que nous sommes aujourd'hui en train de parler d'apaiser. Oui, mais est-ce que vous l'avez approché à cette époque? La question est là. Est-ce que vous l'avez approché? Je ne suis pas votre question. D'accord. C'est rare que je prenne la parole pour intervenir dans le débat public de manière si cruciale. Bien. Mais si vous m'avez fait appel, mon objectif, en acceptant votre réponse, c'est de contribuer à apaiser les tensions. Je ne suis pas partisan de réveiller des morts qui peuvent encore attiser le feu. Ce que je peux vous dire, c'est que tout le monde a tiré les leçons de ce qui s'est passé. Il est essentiel que nous ayons raison garder, que nous puissions avancer. Dire la vérité, vous l'avez dit, hein. On peut dire la vérité. Et parce que moi, je suis un peu déçu ce matin quand même. Merci en tout cas, monsieur le Premier ministre, d'avoir accepté notre invitation ce matin. Vous êtes déçu, je peux savoir pourquoi vous êtes déçu. Non, parce que la question de savoir si vous avez approché le président de la République au début du débat de la Constitution et qui a débouché sur le 3e mandat, la question de savoir si, en tant qu'acteur majeur de ce pays, est-ce que vous l'avez approché pour donner vos avis, tout en sachant que ça aurait pu déboucher sur ce à quoi nous assistons aujourd'hui? Ce que je peux vous dire, c'est que l'histoire du 3e mandat a agité beaucoup de personnes. Il y a plusieurs façons d'agir. Soit vous intervenez directement, soit vous passez par des canaux que vous pensez les plus appropriés, les mieux appropriés pour y arriver.
Et croyez-moi, d'un petit poste à domicile ou quand je suis à l'étranger, j'interviens de la manière que je peux pour aider mon pays, pour éclairer les décideurs, à commencer par le mien, à contribuer à donner mon point de vue. Et je le fais. Et je ne cesserai jamais de le faire. Parce que ne pas le faire, c'est démissionner. Et démissionner, comme je vous l'ai dit, c'est être un traître. Voilà. Monsieur le Premier ministre, merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté notre invitation ce matin chez les GG. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace. Sous les coups de 10h, le président de RGD sera avec nous, Maître Abdoul Kabele Camara. Il est notre invité exceptionnel ce matin, donc grand oral à suivre un peu plus tard dans cette émission. Et puis, on s'intéressera aussi à cet autre sujet qu'on n'a pas pu passer hier. On parle évidemment de cette réflexion, de ce groupe de réflexion, il faut le dire, et d'influence des femmes. On essaye d'avoir Fatou Soiré, Anne, directrice exécutive de l'ONG WAF Africa, membre donc de GRIF, que nous allons tenter de joindre dans la deuxième partie de l'émission. On a écouté Cabinet Komara, mon cher Moïse. Oui, on l'a écouté. Et moi, je suis quand même satisfait, contrairement à vous, Lamine. Oui. Satisfait parce que c'est mon avis. Divergence d'idées, évidemment. Voilà. Je trouve que quand on n'a pas de poste de responsabilité dans un pays, on est juste citoyen. Même lorsqu'on a, à un moment donné, été Premier ministre dans ce pays, mais ce pays est rempli quand même d'anciens Premiers ministres. Évidemment. Et tous n'agissent pas comme lui, il le fait dans l'ombre. Non. Ils n'agissent pas de façon apparente également comme lui. Je n'ai aucun doute. Ça n'a absolument rien à voir. Je donne mon point de vue, s'il vous plaît. Non, alors, je n'ai aucun doute, mon cher ami, de la capacité intellectuelle de Cabinet Komara, évidemment, à réunir les personnes ou à intervenir dans des situations très complexes. Je n'ai aucun doute là-dessus. C'est important de savoir qu'est-ce qu'il a fait. Absolument. Je dis donc, en ce qui concerne cette question de troisième mandat. En tant que citoyen, oui. Lorsque vous vous donnez pour rôle d'appeler les différents acteurs, d'échanger avec eux, d'appeler au haut niveau hors du pays pour qu'il y ait une certaine pression sur le premier responsable du pays afin que des actes soient posés pour ne pas que le pays s'embrase, je dis ce n'est pas rien, surtout lorsqu'on n'est pas payé pour le faire, lorsqu'on n'a pas une fonction définie pour cela. Il le fait de façon désintéressée. Je trouve donc que ce n'est pas découragé. Comme Gassama aussi le fait. C'est un acte à ne pas décourager. Oui, mais les combats se mènent sur deux terrains différents désormais. Parce que Gassama est engagé de plein pied dans la résistance et M. Komara fait dans la diplomatie. C'est différent. Donc moi je trouve qu'il ne faut pas décourager toutes les colonnes de la paix. Parce que ce n'est pas pour X ou Y qu'une colonne de la paix agit. Et appeler à la paix sans qu'il n'y ait adéquation dans les actes qui sont posés par les gouvernants et par ceux qui sont aspirants au pouvoir suprême, je pense que c'est là où se trouve la véritable problématique. Mais la question a été posée. Je trouve donc qu'il appartient à ceux-là qui doivent décider d'avoir des oreilles attentives. Bien. Mais ça sert à quoi, Lamine, que tu continues de prêcher à corps et à cri, que tu puisses t'époumoner dans le désert et que tout ce qui sort de ta bouche te revient à toi-même, que ce n'est pas entendu. Ça sert absolument à rien. Non. Allez-y, mais il faut continuer. Je crois que vous ne le faites pas parce qu'il y a quelque chose en gage. Vous êtes un fils de la Guinée. C'est une responsabilité morale. Je crois, mais moi j'ai toujours pratiqué l'ancien Premier ministre, je le connais très bien. C'est un homme qui quand même est en train de venir, je n'irai pas sur la pointe des pieds, mais qui quand même apporte sa contribution. Mais il faut aller au-delà. Aujourd'hui, nous sommes quand même dans une situation extrêmement difficile. Au même titre que les autres anciens premiers ministres, il a un rôle à jouer. Il a dit tout à l'heure, il faut faire la différence entre un intellectuel et un leader d'opinion. Je voulais lui demander, vous vous placez à quel niveau? Moi, je pense qu'aujourd'hui, il est à la fois intellectuel et leader d'opinion. Parce que quand même, il y a une bonne partie en Haute-Guinée des personnes qui s'identifient à lui, qui pourraient l'écouter lorsqu'il passe un message de paix. Au même titre que le président aujourd'hui Alpha Condé. Donc je crois qu'il faudrait aller au-delà de cette posture de dire il faut aller vers la démocratie, il faut passer des coups d'appel, mais il faudrait aussi prendre la parole publiquement et inviter les uns et les autres, comme ce qu'il a fait ce matin, à aller vers cette réconciliation, à regarder la même direction. Parce que nous sommes à quelques jours de cette élection. Une fois encore, il y a une tension dans la cité, même s'il ne faut pas se voiler la face, mais il faudrait qu'ils décident de prendre la parole au même titre que les autres leaders d'opinion dans la cité. Merci beaucoup, Diba. Allez-y, Jacques Léva. La crise, on la connaît. Moi, je comprends un peu sa position. Il ne veut pas la nommer, il ne veut pas situer les responsabilités, il ne veut pas appuyer là où ça fait mal. Donc, il essaye de dire à ceux qui s'opposent
de manière légitime d'accepter ce pourquoi ils se battent, et puis ceux qui ont la force, bien entendu, de leur dire faites quand même attention, c'est vrai que vous avez énormément de force, mais ne blessez pas beaucoup, blessez un peu, allez-y doucement, parce qu'il y a le pays à préserver. C'est un peu ça. Bon, vous avez dit, il y a beaucoup de premiers ministres dans ce pays, c'est le seul qui agit. Donc lui, il agit dans l'ombre. Il y en a quand même, bien entendu, qui ont reçu des pierres et ils ont officialisé leur position. Par exemple, Stidiane Soiré qui a clairement dit que la nouvelle constitution, si on devrait l'adopter, qu'on nous dise pourquoi et que derrière, qu'on puisse dire ce n'est pas pour un troisième mandat. Ça, par exemple, c'était une position assez claire. Je dis encore une fois que je comprends, et dans une bataille pour obtenir l'unité, pour obtenir la paix dans ce pays, c'est d'avoir d'abord en face des personnes qui sont prêtes à l'accepter. Et aujourd'hui, je ne crois pas suffisamment que du côté de la majorité présidentielle, qu'on veuille discuter de la paix si la candidature d'Alpha Condé est sur la table. Allez-y. On ne peut pas vouloir mettre de l'ordre dans la maison et aller se cacher sous le lit de la chambre et commencer à crier en disant aux gens au salon non mais arrêtez de vous battre parce que sinon non, faut être réaliste. Je pense qu'aujourd'hui il faut sortir de ça, il faut sortir de ce jeu de l'ombre. On m'a dit que M. Kabinet Komara c'est un homme pondéré, je le connais pas personnellement, et c'est vrai que de par son discours aujourd'hui on sent que c'est un homme plutôt calme et tout. C'est vrai que Moussa a décrit ce qu'il fait dans l'ombre, les coups de fil c'est bien, mais il faut sortir du cadre de coups de fil. Par exemple, la question sur qu'est-ce qu'il a fait par rapport au président de la République, sur la question de la Constitution et la question du troisième mandat, il n'a jamais répondu. Donc je pense qu'il y a une responsabilité collective, mais une responsabilité individuelle des hommes qui ont dirigé ce pays. Moussa les hommes qui ont dirigé... diplomate. Et ce matin, nous avons prouvé. Oui, mais il y en a plusieurs diplomates dans ce pays. Bon, s'il faut sortir tous les diplomates, il y en a plusieurs. Les anciens premiers ministres, il y en a plusieurs. Mais je pense que lui, il a quand même un crédit de confiance d'un certain nombre de Guinéens. Et il doit user de ce crédit de confiance-là et sortir un peu de sa niche, rendre ça un peu plus public, rendre ça un peu public, sortir un peu et parler aux gens directement. Par exemple, il aurait pu, avec son carnet d'adresse, aller s'adresser directement au président de la République, donner son avis, ou par une tribune, par quelconque, je ne sais pas. Il le fait tout le temps. Je pense que il le fait tout le temps. Alors, il faut aller au-delà de l'action des tribunes. Non, il faut aller au-delà de l'action des tribunes. Il faut aller au-delà des sous-entendus. Il faut faire face à face avec les acteurs politiques. À un moment donné, et leur cracher la vérité sur le visage. C'est ça qui est mieux. Allez, on revient à 10h. Longtemps, j'ai cherché d'où provenait cette force. Cette force qui nous pousse à rentrer dans l'arène. À balayer d'un revers la pression qui nous submerge. Une détermination de fer dans un gant de velours. Écouter, motiver, recadrer, ajuster sans cesse les moindres détails, les petits riens qui transforment les rêves en exploits. Pour certains, cette force vient d'en haut. Pour d'autres, elle vient de l'intérieur. C'est ce qui nous rassemble. Ce langage qui nous unit, ce qui nous permet d'amener une équipe vers le succès, sous les applaudissements de nos fans. J'ai longtemps cherché d'où provenait cette force, et la réponse est une évidence. Adafo Média, l'excellence, la perfection, la précision, la référence de la sous-région. Adafo Média, le futur, vivons-le ensemble.